Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez cette vidéo. Il est étonnant de parler des Noirs riches, autant même de la traite négrière. Et certains de nous aujourd'hui pensent que, étant donné que l'on est nègre, la porte de la prospérité est fermée pour soi. Et c'est ce que je vais essayer de bannir de l'esprit et de certains frères noirs. En pensant ainsi, mes amis, on se résigne dans la pauvreté. On se résigne dans la pauvreté. Or, nos ancêtres nous avaient légué des exemples considérables à suivre. Et parce que, au temps de l'esclavage, au moment où l'on est avili, où les racistes pseudo-scientifiques nous traitent de biens meubles, incapables de civilisation, nos ancêtres, sous leurs yeux, sont devenus les grands hommes qui épartaient le monde entier. Ils sont devenus en Amérique même sous les yeux des présidents, des hommes très très riches, à l'époque même de l'esclavage. Mes amis, on a déjà parlé des 5 présidents noirs des États-Unis avant Barack Obama, parce que nos ancêtres ont franchi des échelons pendant que le racisme scientifique fait rage, le racisme pseudo-scientifique divague. Pendant qu'il divaguait, certains de nous sont devenus des grands scientifiques, des inventeurs sous leurs propres yeux. Donc, ce que nous devons savoir est que nous avons des défis à relever en tant que Noirs. Et pendant qu'on radote, on doit agir et les faits doivent les démentir. Les faits doivent les démentir et vous saurez qu'en étant libre, et vous pouvez faire mieux que qui étaient dans les chaînes et qui étaient devenus très riches, des millionnaires. Donc, chose inouïe, mais des hommes noirs, au moment de l'esclavage, sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Donc, pourquoi pas? Donc, et je vais vous rapporter, je vais vous prouver quelques-uns de ces hommes-là. Et là, vous allez prendre courage que vous puissiez prendre votre destin en main. Parce que nous devons briser la chaîne de la pauvreté. Restez là si vous voulez savoir un peu sur la vie de ces hommes-là. Restez là, je vais vous en parler. En passant, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher plus de personnes. Et mes amis, toutes ces informations que je vais livrer à vous, et se trouvent dans le livre de Joël Auguste Roger, et titré Sex and Race. Et dans ce document, il a tant parlé de quelques-uns d'esclaves qui étaient esclaves, mais qui avaient franchi des échelons et qui étaient devenus très riches au moment même de l'esclavage. Donc, je vous le dis, toutes ces informations se trouvent dans le livre de Roger titré Sex and Race. Donc, Roger avait déclaré dans un passage de son livre, il a dit, pendant l'esclavage, il y avait plusieurs Noirs dans le Sud, en particulier en Louisiane et en Caroline du Sud, qui seraient considérés comme des milliardaires, des millionnaires aujourd'hui. La plupart d'entre eux étaient propriétaires d'esclaves. Donc, des hommes qui, selon leur fortune de l'époque, est comparable avec les taux d'inflation d'aujourd'hui et seraient considérés comme des millionnaires aujourd'hui. Mais c'était des nègres qui étaient esclaves, qui avaient franchi des échelons et qui étaient devenus très riches et qui possédaient des esclaves blancs et des esclaves noirs. Donc, mes amis, et toutes ces informations et tous ces noirs, tous ces riches-là, tous ces millionnaires noirs-là, ils se trouvent dans les plantations des États-Unis d'Amérique à l'époque de l'esclavage. Mais avant tout, avant de parler de ces hommes-là, il faut dire que Toussaint Louverture a ramassé une fortune considérable dans le commerce avec les Américains à Saint-Domingue. Il a déposé des sommes considérables dans les banques de Baltimore aux États-Unis. Donc, après sa mort, son fils Isaac Louverture avait écrit la banque pour décaisser l'argent,
mais on n'a même pas répondu à sa lettre. Et après la mort de Toussaint Louverture, Napoléon Bonaparte lui avait contraint avant même de mourir de révéler les lieux où il cache ses trésors. Mais il a refusé de faire tout cela. Et ensuite, mes amis, beaucoup d'historiens ont essayé de deviner les lieux où se trouvent les trésors de Toussaint Louverture, mais on a donné beaucoup de mensonges et sur ce sujet, mais Toussaint Louverture avait laissé une fortune considérable. Mes amis, il faut dire que c'est ces trésors laissés qui avaient contribué à acheter des munitions aux États-Unis et pour atterrir avec la guerre de l'indépendance, nous donner l'indépendance haïtienne. Et en passant, mes amis, il faut dire que selon Roger, en 1830, un noir nommé Rico possédait 250 000 dollars américains, 400 hectares de terre et 350 esclaves. Et mes amis, cette fortune aujourd'hui est évaluée à des millions de dollars selon les économistes américains eux-mêmes. Donc, cela veut dire Rico était un millionnaire de son temps. Et ensuite, mes amis, il y a un autre esclave, un ancien esclave, Scipien Richard. Il achète en 1851, lors d'une vente aux enchères, un domaine dans une paroisse qui a coûté un quart de millions de dollars et selon la monnaie de l'époque, selon les taux d'inflation de l'époque. Vous voyez, il y a des Noirs qui possédaient des millions de dollars à l'époque même, sans qu'on n'a pas besoin d'évaluer la somme au niveau de compte actuel, mais qui possédaient des millions même selon la monnaie de l'époque et de l'esclavage. Donc, cela veut dire qu'il y avait des Noirs millionnaires au temps même de l'esclavage. Mes amis, c'est très surprenant d'apprendre cela. Donc, ensuite, Roger avait dit que ces Noirs riches étaient traités à presque tous égards comme les Blancs et ils pouvaient épouser les femmes blanches, ils pouvaient acheter des hommes et des femmes blanches et ensuite, ils le faisaient dans le Maitland et en Louisiane jusqu'en 1818. Des Noirs avaient acheté des esclaves blancs, des esclaves blanches. Donc, mes amis, il y avait, ceci est tellement vrai, il y avait un ancien esclave qui était devenu riche et qui avait acquis à l'époque une somme de connaissances très considérable. C'était Julius Malboun. Et c'était un homme riche et érudit. Il avait visité Thomas Jefferson qui était président des États-Unis dans son appartement même. Et Thomas Jefferson l'a traité d'égal à égal et Thomas avait ouvert sa bibliothèque pour laisser Malboun aller faire des recherches dans sa bibliothèque. Donc ça, c'était des hommes qui avaient franchi des échelons très considérables. Mes amis, et à l'époque, les Noirs riches achetaient beaucoup d'esclaves blancs. Et c'est pour cela, il y aurait une loi qui a été promulguée en Virginie 3 fois, de l'année 1670, de l'année 1748 et de l'année 1792, interdisant le noir, le mulâtre et l'indien d'acheter des esclaves blancs. Donc, c'était un commerce très fluctué à l'époque. Donc, on a oublié et on a publié une loi pareille à Louisiane, à Maryland aussi. Donc, il faut se rappeler que Nicole, historien américain, dit de ces Noirs malheureusement. Et c'est bien malheureux, cet historien avait observé cela. Il a dit que j'ai observé que lorsque les hommes de couleur deviennent riches dans le sud, ils prennent le parti dans la majorité des cas des blancs contre la classe opprimée de leur couleur. Cela veut dire les hommes noirs riches de l'époque qui avaient gravi des échelons pour être devenus riches, ils ont pris le parti pour les blancs dans la lutte entre les blancs et les noirs. Donc, il faut dire que cette observation est maintenue jusqu'à aujourd'hui parce que les noirs riches sont considérés comme des blancs. Ils se sont considérés comme des blancs et c'est pourquoi ils crachent sur leur propre identité. Donc, c'est un problème et c'est cela qui a bloqué la délivrance de la race noire, mes amis. Et mes amis, il faut dire, le noir a ignoré le savoir-faire ensemble. Le noir a ignoré le vivre ensemble prôné par la philosophie économique traditionnelle des peuples noirs. En Haïti, on parle de Combit. En Afrique du Sud, on parle d'Ubuntu. Et dans d'autres contrées en Afrique, on parle de Tontine, on parle de Sanakounia, on parle d'Alodo.
Et tous ces concepts véhiculés dans les langues du peuple noir enseignent le savoir-vivre ensemble, le savoir-faire ensemble. Mais on ne peut réussir tout seul selon cette philosophie traditionnelle nègre. Mais cependant, on a ignoré tout cela, on est capitaliste, on est individualiste, on est tout, sauf collectiviste, sauf solidaritariste, mais on a oublié tout cela. Et mes amis, si tous les Noirs riches du monde décident de retourner en Afrique, soit en Haïti, et dans le pays noir, la grandeur du peuple noir soutenue par le panafricanisme serait déjà réalisée, mais malheureusement, on est trop individualiste. Dès qu'on soit devenu riche, on se comporte comme un blanc, on a oublié son identité. Donc, Marcus Garvey, mes amis, avait raison franchement de vouloir créer une bourgeoisie noire pour libérer les Noirs. Même si on a toutes les connaissances historiques du monde, de son passé, savoir que l'Égypte est une civilisation nègre et que les Noirs sont antérieurs à tout le peuple sur tout le globe, si on n'a pas d'argent, on n'est rien, on ne sera pas respecté, mes amis, que l'on veuille ou non. Donc, on peut le constater, mes amis, les Noirs dont on vient de faire le prélat étaient des esclaves, mais ils sont devenus des propriétaires d'esclaves blancs juste parce qu'ils sont riches. Et c'est pour cette raison, mes amis, et la bataille économique est très importante. Il faut mener une bataille économique, mes amis, au lieu de mener une bataille dialectique. Donc, mes amis, je me souviens, je lisais dans un document, dans l'un des manuels d'histoire d'Haïti, il y avait un révolutionnaire haïtien qui avait dit, lors de sa lutte contre la bourgeoisie mulâtre haïtienne, je pense que c'est Jean-Jacques Akao, et qui était un descendant de Jean-Jacques Dessalines, un révolutionnaire plein de fougue. Mes amis, il a énoncé sa théorie avant Karl Marx. Il a dit, dans une lutte qu'il avait entrepris de mener contre la classe bourgeoise en Haïti, il a dit, un noir riche est un mulâtre et un mulâtre pauvre est un noir. Il a dit, un noir riche est un mulâtre pauvre est un noir. Et il a voulu montrer que la lutte de couleur est une vaste blague parce que ce n'est pas la couleur, mais c'est la richesse. Parce que ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est la quantité d'économie qu'on possède qui fait la grandeur, la valeur de l'homme. Donc, il a résumé cela bien avant Karl Marx dans cette maxime-là. Donc, ensuite, les afrocentristes disent que toute pensée qui nie le facteur de couleur de la domination occidentale est condamnable. Donc, c'est vrai en général, mais le critère de la richesse et le rapport de force est le seul qui permet le respect dans ce monde. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas ignorer que l'Occident, pour asseoir sa domination, avait élaboré une idéologie de couleur. Mais en réalité, il est clair que au-delà de la couleur, il y a l'économie, il y a l'argent. Cela veut dire celui qui possède beaucoup d'argent est exempté de cette théorie occidentale. Et c'est pourquoi je me suis dit que le panafricanisme doit mener une bataille économique. Et il est vrai qu'en tant que Noirs, on ne doit pas aimer l'argent plus que tout. Mais il faut que les Noirs soient devenus riches pour recevoir le respect dans ce monde. Ça, il est clair, mes amis. Mais immédiatement, l'Afrique soit devenue riche, les prolétaires de l'Europe viendraient par milliers en Afrique pour travailler. Cela veut dire que ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est l'économie, c'est l'argent. Et on peut le constater dans les jours passés parce que Donald Trump prouve que ce constat est vrai. Il envoie Européens, tout bazar, les Noirs, Latinos chez eux, sans distinction de couleur. Donc, et c'est pour cette raison, nous avons pris tant d'initiatives scientifiques ensemble, des causeries historiques ensemble, mais il est temps d'entreprendre des affaires ensemble. Parce que tant qu'on n'a pas l'argent, on ne serait jamais respecté. Ça, c'est clair. Et c'est pour cette raison, il faut se mettre ensemble pour créer des entreprises qui peuvent donner des emplois à des millions de Noirs pour qu'ils cessent d'aller se faire humilier en Europe, se faire humilier de la puissance nord-américaine. Ça, c'est clair. Et c'est pour cette raison, Omutande, notre maître, Kalala Omutande, dit que seule la volonté de puissance donnera le respect aux Noirs du monde entier. Donc, ils disent que nous devons bâtir des empires commerciaux. Il ne faut pas journellement adorer, prier, mais il faut créer des voies économiques.
Il a dit tout bonnement, lorsque les Européens vont à la conquête du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des routes commerciales pour pouvoir commercer entre eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les réseaux sociaux pour dialoguer, pour faire des causeries, des meetings historiques, mais nous n'entreprenons pas des initiatives économiques ensemble sur la base de la philosophie traditionnelle du peuple noir. Cela veut dire Ubuntu, le savoir-faire ensemble, le savoir-vivre ensemble. Donc, il est clair. Et les Noirs riches à l'époque de l'esclavage est une évidence de tout ce que j'ai avancé jusque-là. Parce que seul l'argent peut donner de la dignité. Seul l'argent peut procurer le respect. Ça, c'est un fait avéré. Donc, au lieu de créer, on cherche à aller chez les détracteurs des Noirs du monde entier pour se faire humilier. Et c'est pour cette raison, et je m'abstiens d'aller se faire humilier moi, même si je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir bien fonctionner. Et je suis haïtien et j'avais l'intention moi aussi de partir et dans l'un des pays blancs. Mais j'ai réfléchi et m'abstenu de le faire seulement pour la question de la dignité. Et je suis en train de réfléchir pour voir ce que je peux faire maintenant. Et je ne sais pas, et je ne suis pas riche, mais le peu que j'ai, je me sers avec parce que la dignité est très essentielle. Et je vais créer jusqu'à ce que j'ai un peu d'argent. Il y a trop de mépris dans les pays blancs, mes amis. Les Noirs n'ont pas de honte de leur être. Et il y a un dicton qui dit lorsqu'on est pauvre, on n'a pas de honte. Et les Noirs prouvent cela en dépit des humiliations, du racisme, des propos haineux. Mais malgré tout, les Noirs vont en Europe, aux États-Unis pour se faire humilier. Même en Haïti, au niveau de la République dominicaine, on nous humilie parce qu'on n'a pas d'argent et parce qu'on est nègre. Parce que nous, il faut dire que certaines fois, mieux vaut la pauvreté partielle et que l'humiliation et l'indignité. Donc, le problème du noir est double. Il est humilié parce qu'il n'a pas d'argent et parce qu'il est nègre. Il est humilié parce qu'il n'a pas d'argent et il est humilié parce qu'il est nègre. Parce que sa couleur de peau est noire. Et le problème du noir est double. Et s'il a de l'argent, il sera respecté et le mépris de la couleur de la peau, il sera silencieux, même dans le blanc le plus raciste. Cela veut dire, la question importante, il faut acquérir une somme d'économie importante. Il faut beaucoup d'argent. Donc, c'est pour cette raison, le prolétaire blanc raciste, même s'il est très raciste, sera son salarié. Cela veut dire, si on est millionnaire, des prolétaires blancs peuvent venir du monde entier, des prolétaires peuvent venir de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis d'Amérique pour venir travailler avec vous parce que vous êtes riches. Et c'est pourquoi ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question d'économie. Et c'est pourquoi le panafricanisme doit créer une section de panafricanisme économique, entrepreneurial, pour pouvoir créer une bourgeoisie noire mondiale, pour pouvoir atterrir avec notre rêve, c'est-à-dire réaliser l'État fédéral africain. Donc, le blanc sait parfaitement que c'est l'argent qu'il enchérit et non la couleur de la peau. Les blancs, c'est ça pertinemment. Et pour dominer les noirs riches des États-Unis, à l'époque et après l'esclavage, après que les États-Unis aient donné la liberté aux noirs des États-Unis, et pour dominer les noirs riches. Et les noirs riches avaient fondé une ville, je pense que c'est Wall Street, et cette ville était devenue une des villes la plus riche des États-Unis d'Amérique, une ville nègre. Mais l'État américain avait incendié cette ville pour pouvoir réduire les Noirs de la pauvreté parce que l'État américain sait pertinemment la question de couleur de la peau est secondaire, mais ce qu'il faut, c'est la richesse. Je ne dis pas qu'on n'est pas humilié parce qu'on est nègre, mais je vais vous montrer, on est humilié non seulement parce qu'on est nègre, on est humilié également parce qu'on est noir. Mais c'est pour cette, mais entre deux dilemmes, entre deux ces facteurs-là. Donc, si on est noir et on est pauvre, on serait toujours humilié. Mais si on est riche
et on est noir, on serait respecté malgré il y aura des mimi, mais on serait quand même respecté malgré les mimi, les discordes. Mais tous ces mimi-là, ces discordes-là, s'y trouvent et restent là à l'intérieur du cœur de l'homme blanc et ne sera pas exprimé. Et c'est pour cette raison, il est essentiel et il est fort probable et c'est quasiment une voie sûre. Il faut créer une bourgeoisie noire. Et pour pouvoir ôter le noir de cette humiliation qui perdure pendant des siècles après la traite négrière. Donc, mes amis, et je ne nie pas les approches afrocentristes qui disent que tous les raisonnements qui refusent de voir de la domination occidentale une domination de la couleur de la peau. Et je ne refuse pas cela, mais ce que je vais montrer par là, je vais montrer non seulement on est humilié parce qu'on est noir à cause de la couleur de notre peau, mais on veut montrer également on est humilié parce qu'on est pauvre. Et c'est pour cette raison, Jean-Jacques Akaou avait dit, un noir riche est un mulâtre pauvre est un noir. Cela veut dire, un noir riche est un blanc pauvre est un noir. Cela veut dire, si un noir avait acquis assez d'économie, eh bien, même les blancs vont venir travailler avec lui. Cela veut dire, il sera le patron. Et cela veut dire que nous devons primer la question d'économie sur la question de la couleur de la peau. Nous devons même primer la question de l'économie même sur les recherches scientifiques. Parce que si nous n'avons pas d'argent, à quoi nous allons sponsoriser nos recherches scientifiques? Parce qu'il ne peut pas y avoir de recherches scientifiques dignes de ce nom sans l'économie, sans l'argent. Donc, et c'est pour cette raison, il faut primer dans le panafricanisme la question de l'économie comme Marcus Garvey. Cela veut dire, nous devons créer de par le monde une bourgeoisie noire mondiale pour pouvoir sponsoriser tous nos recherches, tous nos travaux, toutes nos entreprises économiques, toutes nos entreprises politiques, parce que nous voulons créer un État fédéral d'Afrique noire. Mais à quoi va-t-on créer cet État fédéral d'Afrique noire-là? Il faut un peu d'argent pour faire cela. C'est pour cette raison, il faut créer d'abord une bourgeoisie noire. Et après, pour entreprendre les autres activités, pour pouvoir atterrir avec nos visions. Donc ça, c'est un fait clair, c'est un fait avéré, et il est clair tel que le jour, il faut créer cette bourgeoisie noire mondiale. Cela veut dire si les Noirs, autant même de l'esclavage, avaient acquis assez d'économie pour qu'ils soient devenus des riches aux yeux même des Blancs, à l'époque même du racisme pseudo-scientifique, eh bien, qu'en est-il de nous d'aujourd'hui? Nous sommes libres. Malgré, il y a des censures économiques un peu partout dans le monde, mais nous sommes libres. Mais si au milieu de la chaîne, au milieu de l'humiliation, au milieu de la traite négrière, au milieu du commerce des esclaves, des Noirs sont devenus des millionnaires, et nous avons vu dans un exposé autrefois qu'il y avait 5 présidents noirs aux États-Unis bien avant Barack Obama. Cela veut dire, aux yeux même de ces hommes-là, il y avait des Noirs qui étaient présidents même au Mexique. Ces Noirs-là avaient contribué à donner la liberté au Mexique. Même le Kiba a été libéré par des nègres. Cela veut dire, la seule classe qui était en mesure de se révolter, c'est la classe des Noirs. Parce que ce sont les Noirs qui souffrent. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, la seule classe révolutionnaire qui soit, c'est la classe noire. Parce que nous sommes la classe qui souffre. Parce que nous sommes des prolétaires. Et c'est pour cette raison, il faut briser cette chaîne. Parce que si les esclaves noirs étaient devenus des millionnaires à l'époque même de l'esclavage, mais nous n'avons pas de chaîne. Et c'est pour cette raison, nous pouvons faire mieux qu'eux. Et c'est pour cette raison, il faut créer des stratégies économiques pour créer cette bourgeoisie noire pour que le panafricanisme puisse atteindre ses objectifs. Ça, c'est clair.